Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo, un hebdo enregistré cette fois-ci au mois de février que nous diffusons avec un petit peu de décalage. Nous sommes à Docelles, du côté de Bouchon Handicap 88, Docelles qui se trouve hors de la communauté d'agglomération dans laquelle nous tournons justement l'hebdo. Exceptionnellement, nous avons fait ça parce que c'est ici que Bouchon Handicap 88 a commencé. Désormais, il y a 5 autres antennes dans les Vosges. On en parle tout de suite. Nous sommes donc au sein de l'ancienne papeterie Lana. Je suis avec la présidente de l'association Bouchon Handicap 88, Geneviève Jani, bonjour. Bonjour, à vous. Et son vice-président Alain Troutot, bonjour. Bonjour. Alors, donc tout a commencé ici en 2011. Comment s'est née cette association? C'est né tout simplement par une réunion qui a été lancée par M. Becker, auquel moi j'ai participé à cette réunion. Et tout simplement, au bout d'un mois, j'ai repris le bébé parce que Monsieur Hartmann, ça l'intéressait plus. Et donc voilà. Puis on a fait une assemblée constitutive et à 12, on a lancé. Mais on n'était pas ici. Vous étiez où alors avant? Sur le parking. C'était un bâtiment. Ok, d'accord. Et alors donc au départ, l'idée c'était, venez, on va se déplacer un petit peu. L'idée c'était de collecter des bouchons en plastique, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis l'expérience on a trouvé des occasions de trouver des cartons, du papier, et on s'est dit pourquoi pas, et on s'est organisé en fonction de ces nouvelles données. Donc les filières, voilà, se sont étendues depuis. Alors pour revenir un petit peu aux bouchons, qui est quand même le cœur de votre activité, comment ça marche? Comment vous les trier finalement? Alors le principe c'est qu'on répond aux besoins du recycleur avec qui on travaille. Donc ça évolue dans le temps suivant la nature des besoins des recycleurs. Actuellement on trie les bouchons plastiques sous trois catégories. Par couleur. Alors les couleurs, c'est le bleu et le transparent d'un côté, ça c'est le premier lot. Le deuxième lot, ça va du rouge au jaune avec les couleurs roses et orangées qui concernent. Et enfin un troisième tri, le vrac, c'est-à-dire les autres, qui ne sont pas compris dans ces deux premières séparations. Voilà. Donc là c'est les bénévoles qui s'occupent de ça. Vous êtes aujourd'hui... Sur ce chariot, on aperçoit ce tri à travers ces sacs. Ouais. Voilà, le rouge, le transparent, le bleu et là c'est vert, mais ça peut être noir, blanc, etc. Ouais. Donc vous avez de nombreux bénévoles aujourd'hui qui font partie de cette association. Vous étiez une douzaine au départ, c'est ça? Aujourd'hui vous êtes combien? 70. Oui, donc il y a du monde qui travaille là toute la journée. Aujourd'hui, il y a du monde à Docelles, mais il y en a sur les 5 antennes. Ouais. Donc il y a le tri qui se passe essentiellement sous le chapiteau qui est derrière nous, et puis le conditionnement juste avant que le camion vienne les récupérer. Voilà. Par couleur, selon les big bags qui correspondent aux couleurs. Donc une fois plein, ça fait environ 300 kilos, hein, c'est ça? Oui, à peu près. Voilà. Ça fait quand même pas mal de matière. Alors, je rappelle qu'il y a 5 antennes dans les Vosges et de nombreux points de collecte. Comment ça fonctionne? Alors les points de collecte sont mis en place avec l'aide des maires ou des responsables du lieu où on a l'intention de s'installer. Et ça s'est fait au fil du temps. On est à 450 points de collecte dans les Vosges. Voilà. Ah oui, donc ça fait quand même pas mal. Alors ça, voilà, on trouve énormément de différences entre, par exemple, les pompiers travaillent avec nous. Alors c'est eux-mêmes qui s'installent au sein de leur entité. La gendarmerie, par exemple. Gendarmerie, les écoles, les collèges, les lycées. Oui, on n'a pas les organismes de santé parce qu'on voit dans les sacs des seringues, de biberons de néonatal de Nancy. Ouais. On travaille avec les hôpitaux de Nancy. Oui, donc finalement, il y a pas mal de gens qui peuvent travailler avec vous. C'est bien aussi de faire passer le message. Hein. Exactement. Et puis sachant qu'il n'y a pas que les bouteilles d'eau. Justement, en parlant de ça, avec les nouveaux bouchons qui sont solidaires, voilà, qui sont accrochés aux bouteilles, ça vous pose quand même problème, il faut le dire. Tout à fait. Alors on propose bien sûr à tous ceux qui nous confient leurs bouchons de faire clic, pan. De le décrocher tout bêtement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus forcément dans les habitudes des gens. Le confier dans nos petits bouchons. T'as tonneau bleu.
qui sont donc près de chez vous. Parce que je précise que du coup, le volume en un an, il a énormément diminué, le volume que vous avez collecté. Exactement. À cause de ça, justement. C'est en grande partie parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut récolter tous les bouchons, quels qu'ils soient, toute couleur, toute grosseur. Et de cette camion de l'année 2023, on en a eu 4 l'année 6, ce qui est dommage pour nos actions. Parce que moins on a de bouchons, moins on aura d'argent pour aider les enfants. Ça partait d'une bonne intention écologique, on va dire, pour éviter que les bouchons se perdent dans la nature. Exactement. Mais c'est vrai que pour vous, c'est pas, pas une bonne nouvelle. Oui, déjà, c'est pas une bonne nouvelle, mais il y a d'autres bouchons, il n'y a pas que les bouchons d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut inciter aussi les personnes à prendre les autres bouchons. Si les bouchons d'eau s'en vont, c'est grave pour nous si on veut, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il faut que tout le monde sache qu'on récolte tout ce qui ferme, quelle que soit la matière et la grosseur. D'accord. Alors pour revenir sur le camion qui est en train de charger juste à l'extérieur, 4 fois par an, vous avez une société qui vient ramasser les bouchons avec laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qu'elle fait cette société alors? Comment elle recycle ces bouchons-là? Alors la société, par exemple, c'est pour ça qu'on va gérer nos couleurs. Ouais. Au début de la machine, elle va mettre la couleur rouge, mettons, et à la fin de la machine, il va sortir une poubelle rouge ou une poubelle jaune. Donc il fabrique des poubelles en plastique avec ces bouchons. Beaucoup de poubelles. Comment s'appelle cette entreprise? Sulo. C'est dans quel secteur? C'est la Haute-Marne, à côté de Langres. Et donc, ils viennent, c'est eux qui envoient un camion, vous n'avancez rien et c'est tout bénéfique pour l'association en fait. Hein. Voilà. Tous les camions que nous sommes affrétés, aussi bien, pour le camion bouchon, c'est Sulo, mais les cartons, c'est Rouillon, maintenant Vigne-Jeanne, puisque maintenant Rouillon a été racheté. Et on travaille avec Maufray, tout ce qui est papier. Et ça, c'est des conventions qu'on a passées pour avoir nos camions gratuitement. En travaillant en CERFA, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les dons peuvent être donnés et nous, on a l'autorisation de faire des CERFA à 65%. Justement, on parlera de ces différentes filières que vous avez développées, autres que les bouchons plastiques, dans un instant. On va tout de suite faire une pause dans cette émission et on va parler recyclage. Les Vosgiens sont de très bons trieurs et je ne sais pas si vous le saviez, en tous les cas, autres que les bouchons. Voilà, on trie, on sait tout trier dans les Vosges. On regarde cette filière qui se développe et on se retrouve juste après. À l'approche de la journée mondiale du recyclage, ce vendredi 18 mars, on peut déjà le dire, les Vosgiens sont exemplaires. Chaque habitant en 2020 a trié 88 kg d'emballage et de papier, beaucoup plus que la moyenne nationale, 70 kg. Des sacs et poubelles jaunes dont le contenu, avec désormais tous les emballages plastiques, arrive au centre de recyclage Citraval à Chavelot. Le syndicat vosgien Evodia, acteur de la valorisation des déchets ménagers, en est un des principaux clients, mais pas seulement. On reçoit une vingtaine de milliers de tonnes d'Evodia et le reste venant de toutes les régions de France. On y traite environ 65 000 tonnes et c'est probablement le plus gros centre de tri en France actuellement. Cette usine est gigantesque et c'est un modèle pour Citeo. Ses représentants étaient venus des 4 coins de l'Hexagone en visite ce mercredi. Citeo, c'est l'entreprise agréée par l'État pour accompagner les collectivités et opérateurs et définir avec eux des solutions de recyclage. Dans ce centre vosgien, ils avaient de quoi rêver devant les lignes de tri optique ou le criblage balistique qui sépare finement toutes les matières. D'un point de vue technique, ce site est très intéressant parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. D'accepter des collectes qu'on appelle multimatériaux, donc ça veut dire avec des emballages en mélange, uniquement des emballages qui sont en plastique puisqu'ils ont une ligne dédiée sur les plastiques et ils peuvent gérer aussi des flux qui ne sont uniquement que papier. Le centre de Chavelot est encore amené à se robotiser, mais les petites mains resteront indispensables. Ça, c'est le tapis du papier. Donc on doit enlever le carton, le refus, les bouteilles, les sacs. Aujourd'hui, ils ne séparent plus les matières, ils font ce qu'on appelle du surtri, donc ils vont garantir la qualité des matières pour envoyer aux recycleurs. Les Vosges sont donc exemplaires, mais ici comme ailleurs, il faudra faire mieux car la loi anti-gaspi de 2020 s'est fixé des objectifs dont celui de sortir du plastique jetable. Ce fléau pour l'environnement, des emballages complexes demandent un traitement chimique. Les bioplastiques sont aussi une voie d'avenir car rien ne se perd, tout doit se transformer et cela va se concrétiser bientôt, notamment dans le Grand Est. Carbios, qui est une entreprise française, une start-up qui va s'installer à Lons-la-Ville. Donc eux vont travailler sur un recyclage chimique dit enzymatique. D'autres projets sont en cours. Une grande usine qui a été annoncée par le président Macron dans le cadre du plan Choose France, qui s'appelle Eastman, qui est un américain, qui doit investir 850 millions d'euros en France pour créer une solution de recyclage chimique. La loi anti-gaspi entend d'ici 2025 recycler en France 100% des plastiques. Pour l'heure, on n'arrive qu'à 28%.
bien loin des taux affichés par le verre, 85% et 64% pour le papier carton. On se retrouve chez Bouchon Handicap 88 à Docelles. Je suis toujours avec la présidente et le vice-président de l'association. Alors au fil du temps, vous me l'avez dit tout à l'heure, la collecte s'est étendue à d'autres matériaux et notamment les bouchons en liège. C'est exact et on peut le voir là où ils sont, derrière nous. Et ce travail est délicat, précis et il est confié à 2 personnes et seulement ces 2 personnes actuellement. Alors pourquoi c'est délicat particulièrement les bouchons en liège? Et parce qu'ils ont 2 caractéristiques, je veux dire. Ils sont tout d'abord un travail sous monopole, donc ils sont très exigeants au niveau de la qualité des bouchons qu'on leur confie. Voilà, en gros, c'est surtout cela. Donc, ils n'acceptent pas de bouchons détériorés, tels que tachés par le vin ou moisis. Ils deviennent quoi, ces bouchons ? Alors, on ne le sait pas précisément, mais souvent des bouchons, à nouveau des bouchons, mais également des matériaux pour faire du sport, les tapis de sol par exemple. Et on en trouve même de temps en temps sur des murs pour isoler l'isolation. Dans votre secteur, je pense que vous êtes un petit peu concerné. Et alors, il y a aussi, alors il faut le préciser, et ce qui est très embêtant, alors là on voit donc les dames qui sont en train de les trier, mais on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bouchons en foliage sur les bouteilles. D'ailleurs, c'est la majorité des choses. Votre micro, Geneviève. Oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, c'est pas la majorité, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Même les grands vins, maintenant, ils mettent des foliages. Et c'est bien dommage, parce qu'on voudrait retrouver quelqu'un pour les recycler. Alors, dans le doute, vous les gardez, mais pour le moment, vous savez pas comment faire, clairement. On a une tonne qui est en train de nous embarrasser, jusqu'au jour où on va les jeter. Oui, malheureusement. Alors, il faut espérer que d'ici là, il y a une filière qui se développe. Il faut quand même parler aussi de la vocation même de cette association Bouchon Handicap 88. Elle sert à quoi finalement? Alors d'après nos statuts, il y a bien des choses, mais les statuts évoluent. Et maintenant, on n'arrête pas à des personnes, on n'arrête pas à des enfants en situation de handicap, mais on va aussi vers les personnes plus en précarité. Donc maintenant, on n'a jamais réglé d'argent aux personnes, on travaille directement avec les fournisseurs, déjà le premier point. Et le deuxième point, on a maintenant travaillé avec la MDPH pour les dossiers auxquels on est assuré d'avoir des dossiers corrects. Donc ça sert à quoi? Financer du matériel, des choses comme ça? Voilà, du matériel, de l'aide pour une table à langer, mettons, ou tout simplement pour une salle de bain. Quel que soit le dossier, il est pris en charge par plusieurs organismes et nous, on vient se greffer à tous ces organismes-là. D'accord. Et je voudrais préciser qu'il y a d'autres choses que vous faites, c'est que vous récupérez également les livres. Les livres, une partie qui sont endommagés vont repartir au papier. L'autre, puisqu'on en avait de plus en plus de belle qualité, on s'est dit pourquoi pas faire une bibliothèque solidaire. On a déjà commencé d'année en année, depuis 3 ans, à faire ce qu'on appelle une journée de don du livre. Ça a été notre première ligne de conduite. Et après, on est parti justement sur la bibliothèque solidaire. Donc là, vous avez tout un tas de références et l'idée, c'est que les gens peuvent venir les emprunter, vous donnent une somme de leur choix. Disons que c'est des dons. Alors, la personne vient, elle prend un livre, elle en prend 10, elle en prend 15, ça n'a aucune importance. Et puis, elle donne un don selon son envie. C'est solidaire. Si elle a envie de donner 1 euro, elle donne 1 euro. Si elle est un peu plus... De toute façon, tous ces dons-là repartent pour les enfants, quel que soit le don. Donc c'est important de le faire quoi qu'il arrive. Je termine cette séquence en précisant que vous êtes toujours à la recherche de collecteurs. Tout à fait, oui. On a besoin de remplacer ceux qui arrêtent de travailler pour des raisons de santé ou toute autre situation. Moi-même, j'ai été accidenté là, depuis le mois de mai de l'année dernière et j'étais absent. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir des personnes. Vous lancez un appel, on en profite ici. Voilà. Exactement. Il faut s'adresser à vous directement. Oui. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On fait une deuxième avec plaisir. On fait une deuxième pause dans cette émission. Alors on l'a dit, on est dans une ancienne papeterie. Alors des sites comme ça industriels qui se reconvertissent et qui ont une deuxième vie. C'était le cas également du côté d'Anoulz. On va voir tout de suite et on se retrouve juste après. Donc vous avez à votre droite le bâtiment machine à papier sur lequel on a fait des diagnostics et des études préalables, sur lequel il n'y a pas encore de projet identifié.
Et là, le bâtiment Saint-Louis qui est celui sur lequel porte le projet P3S. Les 22 hectares de la friche industrielle des papeteries du Souche à Anould, fermée en 2012, sont en pleine réhabilitation. Si rive gauche de la Meurthe, des entreprises privées se sont installées, générant 40 emplois, les travaux de la rive droite n'en sont qu'à leur début. À venir, un pont et une passerelle pour relier la future école nationale de formation au métier de la sécurité. 2,62. L'aménagement du bâtiment dit Saint-Louis, c'est des travaux qui vont permettre l'ouverture de l'école. Ça, c'est très important également pour la continuité du projet, équilibre financier et autres. Donc, notre objectif, c'est que l'école puisse commencer fin d'année 2025, début d'année 2026. Aux côtés de l'agglomération de Saint-Dié, l'État copilote le projet et finance près de la moitié du chantier. Il y a un soutien très fort des services de l'État en général, puisque c'est quand même un fort enjeu pour le territoire. C'est ce qu'on appelle un projet structurant. Désigné sous le nom de code P3S, c'est pour Centre de formation nationale au métier de la sûreté, de la sécurité et du secours, qui a vocation à former des gens sur une palette de niveaux très étendus, en faisant venir des gens de tous horizons. Alors, c'est aussi un sujet qui attise et qui suscite l'intérêt, qui regarde très près par le ministère de l'Intérieur. Ce projet est le deuxième plus gros chantier de l'histoire de l'établissement public foncier de Grand Est. L'opérateur qui a acquis le site pour la collectivité se charge de la mise hors eau et hors air du bâtiment et de la gestion de la pollution, notamment liée à l'activité papetière. On intervient sur tout ce qui est travaux préparatoires, effectivement, pour, comme on dit souvent, effacer le passif industriel. Notre objectif est de faire des interventions sur des requalifications de friches pour éviter d'aller consommer de l'espace naturel un petit peu ailleurs. Afin d'être plus vertueux, ce projet est complété par une réflexion sur l'autonomie énergétique du site. Nous travaillons sur la remise en état avec la DDT sur ce que nos industriels utilisaient, c'est-à-dire l'hydroélectricité par rapport à la chute d'eau qui est due au canal qui est alimenté par la Meurthe. Ensuite, nous travaillons sur le solaire avec toutes les toitures qui sont mises à notre disposition. Et enfin, il y a une étude avec un bureau d'études sur potentiellement la géothermie et le stockage d'énergie. Pour l'heure, cette première phase de requalification du site du Souche est estimée à 22 millions d'euros. Mais le terrain est vaste et d'autres projets sont à venir, notamment concernant le bâtiment dit machine à papier. Je retrouve cette fois Christian Tarantola, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Docelles, conseiller départemental. Oui. À l'époque, c'est vous qui avez permis l'installation de l'association Bouchon Handicap 88 ici. Alors, comment ça a commencé? Alors ça rentre, si vous voulez, dans une opération très très large de rénovation de cette belle papeterie qui était l'ANA. On voit d'ailleurs derrière vous voyez derrière la beauté maintenant que les bâtiments ont repris. C'est grâce à l'EPFL, d'une part. Ouais. Enfin maintenant EPFGE, établissement public foncier du Grand Est. Ouais. Et puis le CAUE aussi qui m'a donné, dont je suis le président, et qui nous a beaucoup appuyé pour des idées de rénovation. Donc on reviendra peut-être sur la rénovation dans un instant, mais pour reparler du coup des débuts de cette association ici. Les débuts, si vous voulez, c'est que très rapidement, nous voulions au niveau du conseil municipal, faire en sorte que ces bâtiments revivent le plus vite possible. Ouais. Il y a eu cette demande de la part des Bouchons Handicap que nous avons passé donc au niveau du conseil municipal, qui nous semblait positif, et puis qu'on a repris après au titre du conseil départemental sur plusieurs raisons. C'est d'abord l'environnement, c'est le premier, et puis aussi c'est l'esprit, parce que c'est du bénévolat. C'est des actions solidaires. Des actions solidaires, des IME qui viennent, etc. Et puis un réseau qui s'est constitué sur les Vosges. Voilà, ça continue, ça se développe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même un petit brin de nostalgie, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'est mon grand-père qui a construit ces bâtiments là. Alors rappelez-nous finalement cette papeterie là. C'était une papeterie qui était connue dans le monde entier parce que c'était du papier de grand luxe. D'accord. À quelle époque alors? Alors ça a commencé en 1590 et ça s'est terminé vers 2000 malheureusement. Oui, comme beaucoup de papeteries dans les Vosges malheureusement. Mais ici avec du papier de très très
très grand luxe, hein, puisqu'on était capable de répondre, ils étaient capables de répondre à peu près à chaque commande. Pour vous donner une idée, ça pouvait aller de 18 grammes à 1400 grammes. Bon, ah oui, d'accord. Et puis sur des petites quantités, donc vraiment du grand luxe, quoi. Et donc l'idée, c'était de ne pas voir ce site tomber en désuétude, donc il y a tout un projet de requalification qui a été entamé, hein, c'est ça? Alors il y a eu derrière là-bas, mais ils sont plus. Il y a une époque, on avait fait venir aussi des champignons, les shiitake. Oui, qui a déménagé aujourd'hui. Qui a déménagé aujourd'hui, je le dis, hein, j'en suis malheureux. Et puis, parce que ça apportait quand même une attraction sur le village, une dynamique. Hein. Et puis donc, en ce moment, ici où on est, c'est une partie qui va être réservée au banc communal, hein, alors que l'autre partie, là-bas, ça va être au niveau de la communauté de communes. D'accord. Hein. Et l'idée, c'était d'y développer quoi, alors développer, si vous voulez, dans plusieurs directions. Hein. C'est au point de vue d'abord culturel et patrimonial. Nous restons persuadés qu'on pourra continuer à faire vivre le papier. Le papier, il ne mourra pas, le papier. Vous voyez, vous l'avez dans les mains pour... C'est vrai, il m'est bien utile d'ailleurs. Vous voyez. Et réfléchissons une seconde. Comme je le dis toujours quand je fais des visites ou je fais des conférences sur le papier, vous voyez tous les engins modernes que nous avons depuis 10 ou 20 ans, on n'arrive plus à les lire, il n'y a plus les lecteurs, etc., etc. Le papier, lui, il est toujours là. Oui, ça n'a pas bougé. Ou presque. Et on a encore du papier qui a été fait ici, qui a 300 ou 400 ans. C'est ça la beauté du papier. Donc c'est faire un centre mémorial. Alors je bannis véritablement le terme de musée. C'est un centre mémorial dont l'objectif est de continuer à faire vivre le papier. D'accord. Continuer à faire vivre le papier dans toutes ses formes, parce que le papier prend des formes nouvelles maintenant, hein, et sur lesquelles ce site pourra répondre. Mais à terme encore. Hein, donc ça c'est à horizon, c'est compliqué de se projeter peut-être. Oui, c'est très compliqué, ça fait plusieurs mandatures encore. D'accord. Hein, parce qu'il faut bien le faire, et il faut avoir par respect nos papetiers et nos papetières, hein, qui sont... Si vous parlez avec les papetiers et papetières de Docelles, les anciens, ils ont une telle fierté de ce qu'ils ont fait. Tous, chacun de son niveau est fier de ce qu'il a fait. Donc ce serait dommage de ne pas s'en souvenir. Absolument. Et puis une partie aussi, bien entendu, hein, il faut faire vivre économiquement le site. Oui. Donc une partie économique. D'accord. Pour l'accueil de petites entreprises, artisanat, etc. Oui, ou des gens pourraient s'installer, quoi. Voilà, des entreprises d'accord. Qui pourraient louer, c'est ça, ou même, on ne sait pas encore. C'est un modèle qui est en train de se mettre en place. Hein. Très bien. Merci Christian Tarantola d'avoir répondu à mes questions. Je suis très content d'avoir pu parler de l'ANA et puis de l'avenir de l'ANA. C'est ça, exactement. On espère que ça se concrétise. Merci beaucoup. On regarde les infos de la semaine. 130 millions d'euros de budget général, 211 en y adjoignant les budgets annexes. La communauté d'agglomération d'Épinal a voté sa feuille de route financière lundi. Dans un contexte d'austérité subie, le gouvernement, pour contribuer à sa loi de finances, a imposé des pertes de recettes sévères à certaines collectivités. La CEA a fait ses comptes. Le coût de rabot s'élève à 3,5 millions d'euros de moins. Les 1 600 000 euros d'économies trouvées n'y suffisant pas, une augmentation de la fiscalité ménage a été décidée, ce qui a valu la passe d'armes coutumière entre le président et son principal opposant. D'abord sur la forme. Dans le débat d'orientation budgétaire qui est fait pour échanger sur les propositions à faire. Vous n'avez pas dit un mot. J'ai parlé du dernier débat d'orientation budgétaire les dernières années, ça n'a eu aucun effet. Donc, quel est l'intérêt de ce débat d'orientation budgétaire si vous n'en tenez pas compte? Donc à partir de là, je n'ai pas dit un mot, ça ne sert à rien. Personne ne m'a fait la moindre proposition de comment résoudre cette équation budgétaire hyper compliquée, d'une violence inouïe, avec cette baisse des moyens que nous attribue l'État. C'est quand même du jamais vu. Pour Michel Heinrich, qui a souhaité préciser que c'était la première fois de ses 42 ans d'élu qu'il consentait à augmenter les impôts ménages, il n'y a pas d'autre option. Le taux de la taxe foncière, qui ne concerne que les contribuables propriétaires de leur logement, va donc passer de 3,76 à 6%. Un très mauvais signal envers nos concitoyens qui grondent, selon Benoît Jourdain, pour qui la CAE n'a pas les moyens des ambitions de son président en termes d'investissement. Objectivement, ce projet de budget est tout sauf un acte de courage. On ne remet en cause aucun service, on ne remet en cause aucun investissement, on ne remet en cause aucune politique.
On attend la fin du mandat et on laissera les successeurs se débrouiller. Doit-on continuer à financer Microfolie, l'orchestre avec l'image? Ne peut-on pas réduire le coût des saisons, cette Vosges, la souris verte? Peut-on réduire les plages d'ouverture du stade Deauville pour limiter les déficits de fonctionnement? Et l'autonomie financière, elle passe par l'impôt. La suppression de la taxe d'habitation, c'est une erreur fondamentale, personne ne la réclamait. Aujourd'hui, entre un locataire et le maire, il n'y a plus aucun lien. Et nous, on n'arrive plus à responsabiliser les gens pour qui rien n'est jamais assez beau ni assez cher. 10 voix contre, 2 abstentions. Le budget a été voté à une large majorité par les 121 conseillers communautaires, y compris la hausse du taux de la taxe foncière pour laquelle on a recensé 2 voix contre supplémentaires. Donner 1 heure de son temps pour sauver 3 vies, l'établissement français du sang organisait une nouvelle collecte la semaine dernière à l'espace court à Épinal en partenariat avec l'amicale des donneurs de sang de Golbet-Épinal. Pour donner, les règles sont les mêmes à chaque collecte, être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et surtout boire de l'eau avant, pendant et après le don. Au total, ils étaient près de 220 donneurs à répondre présents sur la journée. Les Vosgiens font d'ailleurs partie des bons élèves avec près de 4,5% de donneurs, soit un point de plus que la moyenne nationale. Prochain rendez-vous le 13 mai au centre des congrès d'Épinal. Le stock de 400 composteurs diminuait à vue d'œil. En moins de 2 heures, il se sera vendu une centaine de bacs au siège du Sicovad à Épinal. Les habitants des 142 communes des Vosges centrales adhérentes au syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets sont venus nombreux samedi dernier lors d'une journée dans le cadre de l'événement national Tous au compost. Ils ont pu bénéficier de tarifs préférentiels et acheter des versions bois ou plastique avec le bioseau offert. Les personnels du Sicovad ont également animé des ateliers pour apprendre les bons gestes pour bien composter, ainsi que des ateliers de sensibilisation au jardinage naturel et de création de verrines de plantes aromatiques, de quoi bien débuter ses travaux de printemps au jardin. Cet aspirateur des années 80 va retrouver un second souffle grâce aux techniciens bénévoles du Ripper Café qui se tenait samedi dernier au tiers-lieu La Merotte du Croco à Certigny. Un rendez-vous biannuel qui rend service gratuitement et s'attaque aux petites réparations comme aux plus grandes. Ce four, par exemple, devra attendre une nouvelle résistance. Quant au petit aspirateur, il repart dans son foyer de Chenille-Ménil. Un fil coupé a été réparé. L'agenda complet de La Merotte est disponible sur lamerotteducroco.fr. Voilà, mon chez moi, mon petit chez moi. Si vivre en couple n'est pas toujours simple, se séparer est encore plus compliqué, surtout quand la famille et des déménageurs, de véritables bras cassés s'en mêlent. Voilà le pitch de la comédie de Jérôme Dubois, Richard tu m'aimes, pièce choisie par la troupe de théâtre amateur Les Étoiles Filantes, créée en 2019 pour son 3e spectacle, dont c'était la dernière représentation dimanche dernier à l'auditorium Clémentine Delay de l'Arche Bernadette de Thaon-les-Vosges. En attendant une prochaine adaptation début 2026, tout aussi culottée. Ah bah que je suis bique. Je suis en train de prendre des grosses trilles. Ouais, il est vraiment temps que je fasse du tri dans mon sac. Attends. Ah c'est bon, il est propre. Et voilà, cet hebdo est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas vous aussi à faire don de vos bouchons et tous les autres matériaux dont nous avons parlé dans cette émission. On se retrouve très bientôt.